Des ondes Vocast. L'univers de la radio. En podcast. Salut à tous, c'est Olivier Audoux des ondes Vocast. C'est le podcast qui parle de radio, le premier de chaque mois depuis 2018. Dans ce numéro de mai, on fait le tour de l'actu radio du mois dernier. Rémi Bertolon viendra nous parler des derniers sondages et notamment des après-midi de énergie sans Koé. Julien Vigier nous partagera ses carnets d'écoute avec tout d'abord le morning de It West et puis 2 podcasts. En avril, c'était aussi le retour de Virgin Radio sur les ondes de Virage. On recevra Julien Fregonara, directeur général du groupe Espace. Côté Inno, on recevra aussi le directeur de Autoscript.fr, un outil plutôt sympa pour aider les podcasteurs. Enfin, l'actu du mois dernier, c'était la liquidation du Studec, le studio Ecode de France. Nous recevrons son ancien directeur, Silviano Marchione, qui nous dira tout sur la fermeture de cette école de formation radio très réputée après 30 années d'activité. Des ondes Vocast. Et dans l'actu de ce mois-ci, il y a eu les résultats de IR National avec France Inter qui creuse toujours encore plus l'écart avec RTL. RTL donc un peu à la peine, mais qui regagne quelques milliers d'auditeurs sur les grosses têtes. Sans doute des auditeurs récupérés entre autres d'amateurs de talk qui écoutaient auparavant Koé. Et à propos de Koé, Énergie résiste plutôt pas mal sur son drive, désormais animé par Louis. J'en profite pour accueillir Rémi Bertolon. Salut Rémi. Salut Olivier et bonjour tout le monde. Rémi, tu animes le duo en voice track Rémi et Jam, diffusé sur pas mal de radios en France. Alors, comme on l'a vu, sans Koé, Énergie reste en forme. Est-ce pour autant qu'il faut changer la donne dans sa grille d'antenne, Rémi ? Je pense qu'il faut se souvenir de ce que disait Koé et de ses arguments en parlant de son émission. Il disait « Plus personne ne veut écouter de la musique, il va falloir faire autre chose ». Et soyons honnêtes, c'est un argument que toute la profession a repris et ça s'entend parce que les auditeurs consomment la musique différemment. Le débat est toujours d'actualité, mais maintenant, quand on entend ce qui se dit dans les couloirs de certaines radios ou sur les réseaux sociaux, on a quand même l'impression que on a tous changé d'avis et qu'on dit tous « La superstar ». C'est la musique. Alors moi, je maintiens que le contenu parlé, ça reste un élément clé pour fidéliser l'auditeur. On reviendra plus facilement le lendemain pour une voix ou pour une bande et des personnalités qui ont leurs qualités et leurs défauts. D'ailleurs, pour être honnête, j'ai quand même l'impression que la PDA est un petit peu plus faible pour Énergie. Peut-être que les auditeurs viennent moins, sont un tout petit peu moins fidèles. En tout cas, moi, j'aurais tendance à regarder un peu sur la longueur. Alors, plutôt qu'entrer dans un clivage musique ou talk, on pourrait analyser 3 points tous ensemble. Tout d'abord, question toute bête, quel contenu ? Concernant Koé, j'ai toujours pensé que cette émission n'était pas totalement familiale. Typiquement, vous allez chercher les enfants à l'école, vous avez tendance à zapper. L'émission réalisée par un grand professionnel, on n'est pas là pour dire que Koé faisait pas de la bonne radio avec une bonne équipe. N'empêche que son émission, pour les ados, c'était génial. Pour les adultes seuls dans la voiture, c'était top. Mais quand vous aviez des enfants, ça matchait pas totalement. Ça, c'est mon avis. On peut se poser une deuxième question. Quel format ? Koé, c'était long et c'était de plus en plus long. Des interventions de 3 minutes, il me semble, au début, jusqu'aux dernières semaines, 6-7 minutes. Un timing plus resserré peut être souhaité par les auditeurs qui sortent du boulot en fin de journée avec une alternance contenu parlé et musique. Et puis enfin, la clarté. Je trouve que l'émission de Louis, c'est plus clair. Énergie n'a pas ressorti son idée de mettre le drive dans les régions, même s'il y a plein d'animateurs exceptionnels, doués, qui ont plein d'envie, passionnés dans les régions, sur le réseau Énergie. Moi, je pense que l'auditeur, il veut quelque chose de simple et de clair. Énergie, c'est la radio qui parle à tout le monde et qui balance des superstars et ils veulent pas avoir Beyoncé plus une petite info du coin. En revanche, ils sont friands de ce qui se passe sur les radios des indés parce qu'ils le font très bien et c'est logique. En tout cas, on attendait tous ce sondage pour regarder précisément ce qui se passait du côté de la rue Boileau. Je pense que ça va être davantage plus intéressant la prochaine vague. Rémi, une petite surprise pour nos auditeurs. Tu as entendu sur Fun Radio une punchline qui devrait leur faire bien plaisir. Oui, c'est passé à l'antenne, une petite vanne qui va plaire à ceux qui aiment la radio. Alors, je partage le studio Fun Radio avec JB, c'est les fins d'après-midi. Et là, petite réaction autour d'une info qui vient d'être donnée par Justine.
Il y a Canal+ là qui lance une nouveauté, c'est le mode tribune pour ces matchs de Première Ligue. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement la diffusion des matchs mais sans commentaires. Il y a que le son d'ambiance du stade. Vous pourrez choisir en fait le mode avec commentaires ou pas. Ce sera dans l'onglet choix de l'audio et ça va être mis en place demain pour le match Everton-Liverpool à 21h sur Canal+. Et attention bien sûr, pour le moment c'est que pour le championnat anglais. Julien Telouk. Alors c'est sympathique, mais moi je vais continuer à regarder avec les commentaires parce que les commentateurs de Canal+, ils sont extraordinaires, je les adore. Valentin ? Oui, c'est un peu vexant quoi. Imagine nous, ils mettaient le studio en mode tribune quoi. Il n'y a plus que la musique. Quand on parle, il n'y aurait que la musique de fond, tu sais. Bon allez, justement, on va couper les micros. Voici Zekpi avant le nouveau Shakira sur Fun. Moi, j'espère qu'en tout cas, les auditeurs, ils apprécient quand on leur parle dans la radio. Ah du coup, le débat sur talk ou pas talk sur le drive des musicales est relancé du coup, Rémi. Enfin bref, merci. On te retrouve tout à l'heure pour parler de Virgin Radio. Des ondes Vocast. Et j'accueille tout de suite Julien Vigier. Salut Julien. Salut Olivier, salut à toutes et à tous, chers auditeurs des ondes Vocast. Tu es le directeur général de VO2X, agence de production audio pour les entreprises, podcasts, événementiels, etc. Et comme chaque mois, on retrouve tes carnets d'écoute. Alors on commence avec la radio. On avait écouté le Morning d'It West la saison dernière et depuis septembre, il y a un nouveau duo avec Robin et Jules. Jules, qui est connu des ondes Vocast. Yes, Jules, on en avait parlé ici l'an dernier. À l'époque, il co-animait le Morning d'Oxygène, la radio sur la région d'Angers, et j'avais trouvé ça vachement bien. Depuis, il est sur It West avec Robin le matin pour le Réveil de l'Ouest. Le Réveil de l'Ouest, souvenez-vous, on l'avait décortiqué aussi ici dans les ondes Vocast l'année dernière. Un duo homme-femme qui me plaisait beaucoup. Alors cette fois-ci, place à 2 voix de garçons. Elles se ressemblent beaucoup, c'est un peu dommage. Alors j'ai écouté pendant le best-of du Réveil de l'Ouest, c'est les vacances là-bas en ce moment sur la région d'It West. C'est donc les meilleurs moments et c'est plutôt pratique. J'ai entendu beaucoup de scénettes jouées par Robin et Jules. Alors on part d'une actualité nationale ou locale et ensuite on entend des réactions fictionnelles de personnalités connues comme Stéphane Bern, Kylian Mbappé ou encore Nicolas Sarkozy. Oui, donc c'est imité, c'est joué. Alors ça faisait la force de Jules sur Oxygène, ce genre de scénettes. Pas étonnant de les retrouver sur It West. J'ai trouvé ça très présent, peut-être un peu trop, mais peut-être que c'est le best-of aussi qui veut ça. Les personnages joués sont imités plus ou moins bien. Alors c'est quand même globalement bien imité, hein. Ça change en tout cas des autres mornings du GIE, ça c'est sûr. Ça tape parfois très juste, parfois un peu à côté. J'ai entendu aussi des jeux sur l'actualité, ça c'est plus habituel sur les radios et c'était plutôt marrant, c'était plutôt bien fait. Bref, avis personnel, je préférais le binôme de l'an dernier pour accompagner les auditeurs le matin. Ici, on est un petit peu trop dans le PAD, un peu trop dans le jouet. J'aurais aimé un peu d'accompagnement en plus. Côté podcast, maintenant, le tout premier signé Quotidien. Ouais, gros coup de cœur pour 50 States, le podcast de Quotidien qui nous fait découvrir les 50 États américains puisque l'élection US approche à grands pas. C'est l'occasion d'aller piocher les histoires dans l'histoire de ces 50 États avec beaucoup d'anecdotes pendant 20 minutes que compte chaque épisode. C'est très bien produit avec beaucoup de sons de la pop culture et des interviews. Ça sonne un peu radio finalement. C'est bourré d'informations à ressortir à la machine à café et tout est fait pour bien comprendre ce qui fait la spécificité de ces États et pourquoi ils votent tantôt républicains, tantôt démocrates. Bref, ça sent le BBQ, les pères fondateurs et Yellowstone. Bravo à Guillaume Hénette qui est à la tête de ce podcast. Enfin, plus de 500 000 écoutes par mois. Qui se cache derrière Code Source, le podcast du Parisien, Julien ? Alors on pourrait dire Jules Lavie, tout simplement, puisque c'est le présentateur de presque tous les épisodes du podcast d'actualité du Parisien, qui est devenu un podcast de référence depuis mai 2019, et c'est d'ailleurs aussi le préféré d'Olivier. En tout cas, il n'y a pas que Jules Lavie derrière Code Source, vous vous en doutez, et pour savoir qui se cache derrière et surtout comment ça marche, j'ai un truc à vous proposer, c'est d'aller piocher dans un des épisodes et d'écouter celui qui date d'il y a un petit peu plus d'1 an et qui porte le nom très clair de Bonus. Comment faire un épisode de Code Source. Vous le trouvez facilement sur les plateformes. On a Thibault Lambert, journaliste et qui présente également certains épisodes. Il nous embarque dans les coulisses, le montage, le choix des sujets, les différents journalistes qui travaillent dessus. On retient que Jules Lavie, c'est un ancien de France Info et que la team Code Source, ce sont des journalistes de radio ou issus d'écoles de radio, ce qui explique peut-être cela. Et je confirme, j'écoute tous les soirs. Super contenu, super habillage, super mise en onde. Alors écoutez Code Source du Parisien. Merci Julien, on te retrouve tout à l'heure pour notre partie Inno et pour nous parler du Studec. Des ondes Vocast.
Et l'actu le mois dernier, c'était le retour de Virgin Radio sur les ondes de Virage, radio du groupe Espace. On écoute ce lancement. Virage Radio. Il est 15h59 sur Virage Radio. C'est Will et c'est l'heure de tout changer sans rien changer. Émission spéciale avec la princesse Gléna ainsi que Boris et Léa. Le 16-20 démarre, le temps de dire au revoir à Virage Radio. Virage Radio. La Rock Station. 16h, 5, 4, 3, 2, 1. Bienvenue sur Virgin Radio. 16h-20h sur Virgin Radio avec Will Smooth et la princesse Gléna. Bonne année, bande de rockers, et bonne année à toi, la princesse Gléna. Bonne année, Will. Jusqu'à la fin 2024, on vous souhaite bonne année tous les jours dans le 16-20. Année marquée par Virgin Radio qui débarque dans ta radio. On a changé de studio, de couleur, 3 lettres et c'est tout. Vous écoutez Virgin Radio, la rock station partout en France en DAB+, sur l'appli Virgin Radio France et du côté de virginradio.fr. Et Rémi, tu as voulu en savoir plus auprès d'Espace Group justement. Et oui, Julien Fregonara, directeur général d'Espace Group avec nous. Bonjour Julien. Bonjour Rémi. Merci d'être avec nous, évidemment. On va parler largement de Virgin Radio qui remplace Virage. Je voulais savoir s'il y avait un petit peu d'émotion quand même lors du lancement de Virgin ou vous étiez simplement concentré sur ce nouveau projet ? Alors, on était concentrés, il y a eu beaucoup d'émotions, car effectivement, on est vraiment ravis de relancer cette marque en France. Il y a vraiment un affect avec cette étoile et ce logo, avec ce nom qui revient aujourd'hui en France. Et donc, on a pris la décision, il y a quelques mois, de dire on va utiliser les fréquences FM à Lyon, à Grenoble, à Chambéry, puis les fréquences DAB. Aujourd'hui, on a été autorisé à diffuser dans 30 grandes métropoles françaises, à Paris, à Marseille, à Nice, à Toulouse, à Lille ou encore à Strasbourg. Et donc, on a décidé aujourd'hui de mettre sur les fréquences FM et DAB de Virage Radio la marque Virgin Radio. Et vous avez commencé à négocier très tôt, je crois, dès le lancement d'Europe 2 et dès l'abandon de Virgin Radio par le groupe Lagardère. Exactement. À un moment, on a vu donc que la marque était libre sur le marché français. Et écoute, on a saisi l'opportunité. On s'est rapproché des équipes de Richard Branson, notamment de Ian Grace, qui est le président de Virgin Radio International, qui est basé en Australie. Et donc, on a pris contact avec ces équipes. Voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, quand ils ont décidé de relancer, je crois que c'est en 2016, la marque Virgin Radio en Angleterre, ça a été que sur les fréquences DAB. Donc quand on leur a dit aujourd'hui qu'on avait de la FM, mais qu'on avait aussi beaucoup de DAB+, ça les a vraiment intéressés. Et puis après, on a travaillé avec eux sur ce qu'allait devenir Virgin Radio en France. On a été d'accord sur la genèse du produit, sur le côté rock de la radio, et c'est comme ça que ça s'est fait. Alors souvent on parlait, quand c'était sous l'ère Lagardère, d'un fixe plus une com. J'imagine que la négociation d'un label et d'une marque comme Virgin, ça reste à peu près dans ce même deal. Alors c'est une licence de marque qu'on a pris sur le marché français pour plusieurs années. Après ça a été des négociations, tu imagines bien, pendant de nombreux mois. Après je peux pas dévoiler ici qu'il y a des clauses de confidentialité, mais le but c'était aujourd'hui de faire renaître cette marque en espérant que le public français adhère rapidement et que ça puisse faire de plus en plus d'audience. Et donc au-delà du business, eux aussi étaient contents de voir la marque perdurer sur le marché français. Oui, c'était important. Richard Branson l'a dit, que le marché français était important aujourd'hui pour lui. Ils sont très heureux que la marque revienne en France. Aujourd'hui, Virgin Radio International, ils sont présents, je crois, sous une trentaine de marques différentes dans 10 pays, beaucoup au Canada, mais aussi en Italie, au Liban, à Dubaï, en Angleterre. Donc aujourd'hui, ça faisait sens pour eux véritablement de revenir sur le marché français. Sur un format rock, en l'occurrence, c'est ce qui les importe. Et en plus, vous aviez cette radio-là qui avait déjà ce format qui développait cette thématique.
Alors oui, on a gardé le slogan qui est la Rock Station. Donc on a été fidèle aujourd'hui à notre ADN et qui faisait un petit peu le succès de Virage Radio. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est un format très rock qui va des années 90 jusqu'aux nouveaux talents actuels. Donc ça mélange musique rock actuelle avec des golds des années 90, 2000 et même 2010. Effectivement, c'est du rock assumé. Est-ce que vous pensez qu'il y a un vivier de jeunes artistes, de jeunes groupes dans cette mouvance très, très rock? Oui, aujourd'hui, en France, aujourd'hui, on le ressent. Le rock est de retour. Il y a eu un moment des modes, il y a eu la musique urbaine, et on le sent de plus en plus aujourd'hui avec de nouveaux groupes français qui émergent sur la scène rock. Et nous, on a vraiment à cœur de mettre en avant toute cette nouvelle scène française qui a besoin d'être jouée pour être découverte du plus grand nombre. Alors, tu as déjà l'expérience d'un changement de nom pour M Radio, succès d'ailleurs, puisque quand on regarde les audiences, est-ce que tu es resté un peu sur cette même stratégie ou vous êtes parti sur une orientation un peu différente pour ce changement de nom de Virage et Virgin? Non, alors j'aurais tendance à dire que rien ne change sauf 3 lettres, effectivement, le G, le I et le N qui arrivent aujourd'hui au nom. Effectivement, on avait changé, alors à l'époque c'était MFM qui était devenu M Radio, on avait juste enlevé le FM. Je pense que nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui actuels qui étaient habitués à écouter au quotidien une radio rock avec le nom de Virage Radio ne sont pas choqués, car aujourd'hui la programmation musicale est la même. Nos animateurs, que ça soit le matin avec Boris et Léa, le soir avec Will et Florence, la journée avec Arnaud, avec Seb, ce sont exactement les mêmes animateurs qui sont là tout au long de la journée. Ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'habillage d'antenne. On a vraiment fait travailler un habillage d'antenne à la Virgin Radio, et donc ça apporte du dynamisme, mais le but c'est d'être dans la continuité de ce qu'on avait avec Virage. On a beaucoup parlé aussi dans la presse du premier étage pour ce lancement de Virgin Radio. Il faut s'attendre à d'autres surprises dans les prochains mois, d'autres annonces. Alors, Espace Group, aujourd'hui, ce sont effectivement 10 marques en radio, des radios locales, des radios nationales, des radios régionales. On est aussi dans le digital. Et aujourd'hui, on est ouvert à toute opportunité. Et on le sait, sur l'année 2024 ou peut-être 2025, des opportunités vont se présenter. Donc, on pourra en parler le moment venu. Pour revenir sur Virgin, est-ce qu'on peut s'attendre aussi à avoir des animateurs qui viennent avec une certaine notoriété pour compléter les talents que tu avais déjà sur Virage? Oui, on est en contact aujourd'hui avec des noms établis à Paris qui ont une vraie crédibilité sur le rock. Donc, c'est des personnes qui pourront venir, on va dire, élargir notre panel d'animateurs le 26 août pour la rentrée prochaine. Et on est aussi en train de travailler aujourd'hui sur des nouvelles émissions thématiques qui pourront aussi arriver dès la rentrée prochaine. Ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'on a développé une nouvelle application, on a lancé un nouveau site internet aux couleurs de Virgin Radio, et puis surtout, c'est un petit peu l'ADN d'Espace Group. Aujourd'hui, on a plus de 200 web radios personnalisées. Chaque mois, on est entre 10 et 11 millions d'écoutes actives. Et pour Virgin Radio, on a décidé de lancer une quinzaine de web radios thématisées. Alors, j'imagine que tu regardes un petit peu la concurrence, à voir ce qui se fait sur WeFM par exemple, ou d'autres formats en région. Virgin Radio, ça reste une radio identifiable avec son format très rock? Alors, ça reste identifiable effectivement de par sa programmation musicale qui est assez unique dans on va dire dans ce domaine du rock, et puis aussi par son style d'animation, et puis par son habillage d'antenne. Aujourd'hui, on s'est reposé sur les équipes de production de Virgin Radio International qui ont vraiment l'habitude de faire des habillages d'antenne pour les différentes stations de Virgin dans le monde. Et si tu écoutes aujourd'hui Virgin, c'est un habillage particulier. C'est un habillage qui a des sons vraiment anglo-saxons, et c'est ça qu'aujourd'hui on souhaitait apporter au programme. Et le but, c'est que dès que quelqu'un zappe aujourd'hui sur Virgin Radio, que ça soit par le ton de l'animateur, que ça soit la couleur musicale ou l'habillage d'antenne, il faut que ça soit identifiable tout de suite. Tu as parlé aussi avec tes équipes du retour des auditeurs que tu avais au standard ou sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est positif? Est-ce que vraiment ils avaient une attente
différentes, ou alors ils sont là en train d'écouter la radio qu'ils avaient avant et c'est parfait aussi. Alors aujourd'hui, on a nos auditeurs qui étaient là. Aujourd'hui, Virage Radio, c'était 200 000 auditeurs hebdomadaires qui écoutaient Virage toutes les semaines. Les auditeurs sont présents. Il y en a certains au départ qui ont dit « Oh là là, qu'est-ce qui va se passer ?» Mais dès qu'ils ont retrouvé leurs habitudes, aujourd'hui de musique, d'émissions, de jeux, de moments sympathiques à l'antenne, ils ont été fidèles et en gros, ils se sont bien fait au changement de nom. Et puis alors là, on a commencé, c'est tout récent, il y a maintenant quelques jours, et on sent déjà, grâce au DAB+, des auditeurs qui sont fidèles, qui étaient peut-être fidèles au rock, qui étaient fidèles à l'ancien Virgin, et qui ont décidé de venir écouter pour voir ce qu'allait donner ce nouveau Virgin Radio. Et on a des messages très positifs. On a eu des messages hier de Paris, de Toulouse ou encore de Marseille. Donc ça nous laisse présager quelque chose de bon. Espace Groupe, toujours fidèle à ses thématiques très fortes en termes de musique et de positionnement, comme par exemple M Radio, avec la récente vague qui est excellente. J'imagine dans les équipes, tout le monde est plutôt content. Progression sur un an et sur une vague. Une belle saison pour M Radio. Une belle saison pour M Radio. Il y a une promesse qui est claire sur M Radio. C'est la radio numéro 1 sur la chanson française. Il n'y a que de la chanson française. Aujourd'hui, on le voit, on essaye de faire les quotas français, de jouer le moins possible de français. Nous, aujourd'hui, on a décidé d'aller à contre-pied et aujourd'hui de jouer 100% de chansons françaises. On a pris ce virage il y a longtemps, car il y a maintenant 12 ou 13 années. Et aujourd'hui, grâce à la nouvelle scène française qui émerge, ça va de Santa à Angèle, à toute la nouvelle scène. On a aussi les tubes des années 90, des années 2000, 2010, ça va de Jean-Jacques Goldman, Daniel Balavoine, Michel Berger, Zazie ou encore Calogero. Le positionnement est clair. On a une matinale aussi qui est bien identifiée aujourd'hui. Alors oui, on sort d'une vague janvier-mars qui est une vague record depuis 22 vagues. Depuis 22 vagues, on n'avait pas atteint cette audience. Alors aujourd'hui, on dit que les gens écoutent de moins en moins la radio. Nous, on est vraiment contents aujourd'hui sur M Radio. On a une autre marque qui est très identifiable, c'est Jazz Radio, avec une thématique jazz and soul. Ça veut dire que ça va dans les thématiques jazz avec les classiques, mais ça va aussi sur de la musique un petit peu plus ouverte, une programmation un peu plus soul. Et pareil, sur Jazz Radio aujourd'hui, les tendances sont plutôt bonnes. Et puis l'autre marque qui est très identifiée, c'est Génération, sur un format aujourd'hui urbain. À noter que ça soit M Radio qui a obtenu une fréquence métropolitaine en DAB+, que ça soit Virgin Radio, Génération ou encore Jazz Radio, ce sont des villes qui aujourd'hui, des radios qui vont aujourd'hui diffuser dans une trentaine de villes en DAB+. Donc c'est très très important de permettre au plus grand nombre de pouvoir écouter chez eux ou dans leur voiture l'un de ces programmes. Et puis toutes les tranches progressent, le drive aussi, donc ça veut dire que voilà, tout est reconduit pour l'année prochaine, pour la saison prochaine. Alors on ne sait pas encore, Rémi, attendons encore, la saison n'est pas finie. Souvent c'est vrai qu'on a tendance à dire au 15 avril tout est fini. Non, il y a encore l'avril-juin qui est aujourd'hui importante. C'est vrai que les indicateurs sont plutôt bons. Après, il ne faut pas se focaliser sur une vague. Il y a des vagues qui montent, il y a des vagues qui baissent. Ce qui est important après, nous par exemple aujourd'hui, moi j'étudie la période septembre-mars, c'est-à-dire qu'aujourd'hui au lieu de prendre 3 mois, on prend 7 mois et puis après on va étudier la septembre-juin. C'est important de voir ce que donne la radio sur la continuité. Il faut faire vraiment très attention à une vague. Des fois malheureusement elle est basse, ça peut être une vague assez atypique, des fois elle est haute, donc faut regarder. Après c'est vrai que sur M Radio, ça fait 2-3 vagues aujourd'hui que le positionnement est clair. Et ce qui est très encourageant aujourd'hui, par exemple sur le week-end, sur M Radio, c'est la radio musicale écoutée le plus longtemps. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les auditrices et les auditeurs plébiscitent aussi la musique. Donc ce qui est très important aujourd'hui dans une radio, c'est quand même le positionnement et nous on est très contents d'avoir ce positionnement clair sur la chanson française. Alors on a parlé des radios qui ont une vocation nationale, une thématique qui est loin de la proximité, et des radios locales qui font partie aussi du groupe Espace. La proximité, vous y croyez toujours autant, Oui, c'est important aujourd'hui la proximité. Moi je viens d'ODS Radio, je viens d'Annecy, donc je sais exactement, j'étais animateur sur la matinale, ce que c'est que la proximité, ce que c'est qu'un auditeur qui attend de savoir si on va lui annoncer qu'il va faire beau, qu'il va pas faire beau, quelle température il va faire aujourd'hui. Nous on a l'avantage d'avoir aujourd'hui
aujourd'hui des marques très fortement implantées. On a ODS Radio à Annecy, qui est la première radio musicale, la Radio Plus à Thonon, la première radio musicale. Aujourd'hui, si on va du côté d'Alpe 1, dans le 04, dans le 05, c'est une radio qui est très implantée dans la vie locale. Donc aujourd'hui, c'est très très important d'être proche de nos auditrices, de nos auditeurs. Et ça se passe bien évidemment par un programme cohérent au niveau d'une promesse musicale, mais aussi par des animateurs qui habitent la ville et qui aujourd'hui parlent de la ville. Je le dis toujours, par exemple, pour Radio Espace, c'est une radio faite à Lyon par des Lyonnais pour des Lyonnais. Donc ça c'est pour le volet radio, vous êtes impliqué aussi sur le web, la télévision, un temps, vous y attendez beaucoup plus investi, finalement, qu'est-ce qu'il en est au niveau des choix sur le média télé? Non, alors aujourd'hui on a une chaîne de télévision qui s'appelle Génération TV, qui est disponible chez plusieurs opérateurs, une chaîne à thématique urbaine, mais aujourd'hui voilà, on est sur la radio, on se développe aussi sur le digital, sur l'audio digital. Espace Group est le premier groupe en France sur indépendant, sur l'audio digital, avec 10,7 millions d'écoutes actives là par exemple au mois de mars. C'est un record. Donc pour l'instant, on se focalise véritablement sur le son. Bon super, en tout cas merci pour ta participation. Merci d'être venu dans le podcast pour parler surtout de Virgin et de toutes les marques. On a encore beaucoup de sujets parce qu'il y a tellement de radios au sein du groupe Espace. Eh bien merci en tout cas Julien et à très bientôt. Merci à toi Rémi. Des ondes Vocast. Et à présent, on sort un peu de l'actu pour basculer dans la partie inno. Julien, tu t'es intéressé à un outil qui aide les podcasteurs. En face de moi, Maxime Dubois d'Anguin. Bonjour Maxime. Bonjour Julien. Donc Autoscript, qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? On veut tout savoir et en moins de 30 secondes. On va essayer de faire rapide. Autoscript, du coup, c'est un logiciel qui a été créé pour permettre aux podcasteurs de gagner du temps dans la post-production et la promotion de leur podcast. L'idée, c'est relativement simple, c'est qu'une fois que toute la production d'un épisode de podcast est faite, vous pouvez l'envoyer directement dans l'outil et vous allez recevoir en sortie à peu près tous les formats dont vous allez avoir besoin, que ce soit au moment de l'envoyer sur votre plateforme de diffusion ou sur toute la partie promotion, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans des articles de blog ou des éléments comme ça. En quoi c'est différent de ce qu'on peut trouver du côté de la concurrence? Je pense notamment aux produits que met sur le marché Ocha, notamment avec ses aides SEO. Voilà, c'est où se situe ton module par rapport à ça? En fait, il y a effectivement pas mal de concurrents. Alors Ocha n'est pas forcément le plus gros parce que leur cœur de métier reste sur la diffusion des podcasts. Les plus gros sont surtout des solutions américaines pour la plupart d'entre eux. Mais en réalité, il y en a aucune d'entre elles qui a vraiment pris le parti de se limiter de créateurs de contenu à vraiment podcasteurs. C'est vraiment l'objectif que moi je me suis fixé avec Autoscript. Okay. C'est d'arriver à avoir un packaging qui soit complet, spécifique podcasteur, où vous envoyez l'épisode et vous avez absolument tout exactement pour votre cas d'usage. Je ne m'adresse pas aux youtubeurs, je ne m'adresse pas à des journalistes ou autres, c'est réellement aux podcasteurs que je m'adresse. Alors concrètement, comment ça marche? Par exemple, là, imaginons, j'ai l'épisode entier du mois dernier des ondes Vocast, donc je le drag and drop dans le logiciel. C'est en ligne, on est d'accord. La plateforme est totalement accessible en ligne à app.autoscript.fr. Ok, donc je le drag and drop et qu'est-ce qui se passe après? Ça mouline un peu et puis Exactement, tout simplement. Tu vas pouvoir le rattacher à un podcast si tu as déjà renseigné les informations dedans. Tu as 2-3 configurations également qui vont être là. Et pour parler un petit peu du coup de comment ça fonctionne techniquement, d'abord l'outil va commencer par faire une transcription complète. Donc, c'est-à-dire qu'on va vraiment reprendre tous les propos qui ont été prononcés et essayer également de récupérer quels vont être les différents interlocuteurs qui vont parler à différents moments. Donc, pour l'avoir testé, ça a écrit par exemple speaker 1, speaker 2, speaker 3. Donc, grosso modo, tu as testé l'ancienne version. Maintenant, ah bon, il y a marqué quoi maintenant? Il y a marqué les prénoms. Et maintenant, il détecte les prénoms et il te fournit la transcription. Ah, c'est formidable. Il faut d'abord se parler et dire bonjour Julien, bonjour Maxime. Comme ça, il le. Exactement. D'accord, ok, mais super. Habituellement, dans le format podcast, on sait que les prénoms et les noms sont souvent prononcés, donc ça marche très très bien. Donc, effectivement, on va avoir du coup la transcription nommée qui va ressortir, qui pour le coup aujourd'hui est quand même super quali. On a aujourd'hui des technologies qui permettent vraiment de faire ça avec un très très bon niveau de précision. Okay. Et à partir de là, on va reprendre cette transcription et on va aller la faire traiter par des technologies d'IA que l'on connaît déjà, comme du ChatGPT, du Claude, s'il y en a qui connaissent un petit peu en détail d'autres modèles d'IA. C'est souvent la partie que je fais varier pour arriver à avoir la meilleure qualité en sortie. Et derrière, tous ces formats vont être renvoyés et proposés dans l'interface que vous avez sur la plateforme. Ok, donc par exemple, ça permet
de sortir les punchlines du podcast. Entre autres. Enfin, c'est comme ça qu'il le dit, c'est comme ça qu'il le vend, c'est comme ça d'ailleurs qu'on s'est rencontrés. Il m'a dit j'ai un truc génial qui sort les highlights en fait c'est-à-dire les meilleures phrases. Donc voilà, si vous savez pas quelle est la meilleure phrase de votre podcast, en tout cas, Autoscript lui le saura. En fait, ouais, parmi les formats du coup que peut proposer Autoscript, il y a cette question des passages marquants sur lesquels j'ai essayé de bosser. En fait, en réalité, c'est pas du tout la version finale. L'idée, c'est de ressortir déjà des phrases qu'on va pouvoir utiliser potentiellement dans des posts Instagram, dans des visuels ou autres. Mais surtout, pour moi, c'est le point de départ qu'aujourd'hui j'utilise pour aller sortir également du format vidéo. Et comment il le sait alors que c'est une intelligence, alors certes elle peut être intelligente comme son nom mais elle reste artificielle comme c'est aussi son nom. Comment elle sait si c'est intéressant? C'est quoi? C'est la tonalité de la voix? C'est l'implication qu'on y met? C'est les mots? Peut-être parce que c'est des mots étonnants, genre... On va être plus proche de ça. Ça va vous étonner. En fait, faut bien se dire que là, on vient de rigoler. L'intelligence artificielle pourra remarquer éventuellement que peut-être c'est un moment marquant, non? Alors, il pourrait, effectivement. Il y a différentes façons de le faire, mais moi, du coup, je pars quand même souvent du texte. Donc déjà, effectivement, toute la question du ton de voix, des éclats de rire ou autre, ça va être des choses qui vont être moins simples à repérer. Habituellement, ce que j'essaye de cibler par rapport à ça, c'est déjà de faire comprendre à l'intelligence artificielle quelle est la tonalité du podcast de manière générale. Au sens, est-ce qu'on est sur du pédagogique? Est-ce qu'on est sur du divertissement? Et d'essayer, du coup, déjà, en fonction de ça, de se dire, OK, je vais essayer de repérer tel ou tel type de moment. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, du coup, simplement, une fois qu'on a déterminé quel était le type de podcast ou de format de podcast sur lequel on était, on va du coup aller chercher plus spécifiquement les phrases en fonction de ce qu'on cherche. Typiquement, si c'est par du rire, ça peut être des moments où on va avoir des pauses, etc. ou quoi, parce qu'on sait qu'il y a du rire qui va être mis derrière. Si on est sur du pédagogique, on va plutôt jouer sur le poids sémantique d'une phrase. Et en fait, l'IA, pour faire ça, convertit le texte en nombres et fait des produits vectoriels. Je rentre pas dans le détail, mais c'est globalement l'idée. Ça va être du coup, en faisant un produit vectoriel, alors là, faut se souvenir des vieux cours de maths quand on était au lycée, hein, mais c'était du coup ces notions de vecteurs avec des chiffres marqués en colonne qui vont se rapprocher d'autres chiffres en colonne, et en faisant un produit vectoriel, comme on appelle ça, on est en mesure de déterminer quels vont être les nombres qui vont devoir ressortir derrière, et en fait, à ces nombres, on refait correspondre du texte. Donc c'est texte, nombre, on fait un produit vectoriel, on a d'autres nombres qui sortent, et on ressort du texte. Fascinant. Et c'est comme ça, du coup, qu'il arrive à voir par rapport à ma requête. Quand je demande, par exemple, alors si on prend l'exemple du coup d'un moment marquant, la question marquant, du coup, ça va être, OK, si c'est marquant, ça veut dire que je dois chercher des éléments qui sont liés à beaucoup d'autres, du coup, dans le podcast, ou qui vont entraîner des gros changements dans le sujet ou dans le ton, etc. Et en faisant ces petits produits avec ces nombres, il va être en mesure de les ressortir. Alors les podcasteurs, mais nous, on a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont aussi du milieu de la radio. Donc, effectivement, ceux qui nous écoutent et qui sont directeurs d'antenne de radio en ce moment, si vous avez envie de mettre en avant aussi les extraits des émissions qui sont passées à l'antenne, je sais pas, les interviews par exemple d'artistes, ça c'est vraiment top, quoi. Très bien les interviews, oui. En fait, alors c'est pas normalement l'usage principal de l'outil, mais j'ai quelques collègues justement qui avaient des interviews à passer là-dedans. Ça marche extrêmement bien également avec ça. Et de toute façon, ça reste une solution qui continue de grandir. Il faut vraiment pas hésiter, si vous sentez qu'il y a un potentiel, même si vous avez quelque chose d'un peu plus particulier que le podcast ou autre, à venir m'en parler. Je suis vraiment en mesure de proposer une grande variété de choses quand même. Maxime Dubois d'Anguin, merci beaucoup. Très plaisant de discuter podcast et solutions intelligence artificielle. On en discute souvent dans des ondes Vocast parce que voilà, c'est quand même aujourd'hui le clonage de voix, l'aide à la programmation musicale, c'est l'actualité. Et donc, pour une fois, on en parlait aussi, mais version podcast. Donc, les informations évidemment dans la description de cet épisode. Et puis, sinon, c'est très simple. Autoscript, tout simplement, et .fr, parce que on est en France et à Toulouse. Merci Maxime. Merci Julien. Des ondes Vocast. À présent, retour à l'actu. Une news qui est tombée aussi le mois dernier. On l'a lu sur Radioactu. Le Studec a été mis en liquidation judiciaire. Pourquoi? Comment? Julien, tu es allé interroger son ancien directeur, Silviano Marchione. Tout le monde de la radio connaît le Studio École de France, le Studec pour les intimes, et tout le monde connaît bien sûr le nom de Silviano Marchione. Il est avec nous dans des ondes Vocast. Bonjour, monsieur l'ex-directeur du Studio École de France. Bonjour Julien. On rappelle que le Studio École de France, c'est donc un endroit où, en France, on pouvait venir apprendre les métiers de la radio. Ça se divisait entre ceux qui voulaient devenir journalistes, ceux qui voulaient devenir animateurs et les techniciens, c'est ça ?
Oui, complètement. Les 3 grandes branches. Après, dedans, il y a les différentes sous-branches, si vous voulez. Après, justement, en fonction de ce qu'on voulait et de ce que voulaient les étudiants, ils s'orientaient sur la production, ils s'orientaient sur tout ce qui est dans le cadre des émissions, s'ils voulaient rester à Paris ou s'ils voulaient aller en province. Enfin, il y avait plein d'autres métiers qui sont autour. Il y avait même certains qui ont été en télévision. Donc, chacun avait le choix en fonction des opportunités ou des propositions que je faisais à la fin de la scolarité. Et moi, ma principale réussite dans cette école, c'est d'avoir convaincu les professionnels que c'était une école qui formait vraiment au métier, avec un diplôme reconnu dans chaque spécialisation. Moi, je me rappelle que quand je suis arrivé, ça s'apprend pas, ça sert à rien. Moi, tous les élèves de cette année étaient pratiquement en deuxième année, étaient pratiquement en stage. Voilà, c'est ma réussite, une réussite en termes d'intégration professionnelle, mais aussi en termes pendant le cursus de stage et des très bons stages. Parce que c'était cool pour ça, le Studio École de France, c'était d'avoir accès finalement pendant sa scolarité à des stages dans les radios. Ou à titre personnel, je sais que je suis allé à RTL par exemple, c'est quand même assez dingue. C'est vrai que c'était un truc assez inimaginable quand on était passionné de radio. Et on pouvait aller en stage dans toutes les radios en réalité, finalement. Bon, en réalité, toutes les radios, j'ai réussi à ouvrir des portes. Effectivement, il y a 20 ans, les portes d'RTL ou d'Europe 1 n'étaient pas ouvertes, ni de France Info, ni de Radio France. Voilà, il fallait se battre pour faire reconnaître cette école qui n'était pas épargnée par les grosses écoles de journalisme, où on était vus comme des mal-aimés, voulant entrer dans la cour des grands. Et j'ai combattu pour l'intérêt des étudiants, uniquement pour l'intérêt des étudiants, et j'ai ouvert des portes. Aujourd'hui, il y a beaucoup de monde à Europe 1, il y a beaucoup de monde à RTL, et c'est une de mes réussites d'avoir fait comprendre qu'il y avait des pépites chez nous, et pas seulement dans les grandes écoles reconnues de journalisme et bien sûr d'animation, et on n'avait pas de concurrents, mais il fallait démontrer à toutes les radios qu'on avait des pépites dans les 3 spécialisations. D'ailleurs, en technique réalisation, on avait pratiquement du 100% d'intégration. L'un des succès du Studio École de France, c'est que quand je suis arrivé, on était, si vous voulez, un wagon qui suivait la locomotive, c'est-à-dire les radios. Quand je suis arrivé, j'ai transformé cela. J'ai acheté du matériel, des consoles qui n'existaient pas, et que les radios, je parle de l'Axia, je parle de la FUJ, de la DHD, ce sont des consoles qui n'existaient pas en radio. Je les ai achetées en premier, pratiquement, et les radios l'ont intégré par la suite. La dernière, au mois de février 2020, avant le Covid, j'avais acheté 2 IP tablettes et la Casa. J'étais la numéro 2 mondiale dans le monde entier, et aujourd'hui, certaines radios l'ont intégrée, et je pense que dans l'avenir, elle va être intégrée dans pas mal de structures. Les jeunes qui venaient... alors, on a tendance à dire qu'aujourd'hui, la radio fait moins rêver les jeunes, et pourtant, le Studio École de France ouvrait sa porte aux jeunes. Est-ce que vous l'avez vu, vous, pendant ces 20-30 années, un petit peu le désintérêt de la jeunesse pour la radio? Comment ça s'est manifesté? Moi, je l'ai constaté depuis quelques années, et encore plus après le Covid. Alors, il y avait des passionnés, mais il y en avait plus autant qu'avant. Et après, je vais peut-être soulever des polémiques, et c'est peut-être pas le moment pour moi de soulever, mais moi, j'ai entendu des jeunes me dire c'est rémunéré combien. C'était la première question. Ah oui. Combien c'est rémunéré? Moi, je me rappelle des jeunes il y a 20 ans, ils se battaient tous pour avoir des stages. C'était beaucoup plus dur qu'aujourd'hui, puisque moi j'ai ouvert des portes depuis, mais personne ne me disait combien c'est payé. Voilà, ils y allaient parce que aller en stage, c'était quand même une consécration et un début de carrière.
quand on travaillait bien dans une radio et qu'on montrait que on avait du talent, qu'on avait des idées, qu'on était motivé, passionné, en général, ça débouchait un emploi. Alors, si on en vient à parler des difficultés du studio École de France et donc de la liquidation, hein, puisque disons le mot, les difficultés datent de 2019, de cette période-là. 2019, il s'est passé un événement interne et externe de l'école. Une personne à mon insu, et moi j'avais confiance en mon personnel, des feuilles de renseignement étaient envoyées aux prospects avec une indication que le prix était de 9 600 € l'année et il fallait avoir 18 ans et avoir le bac pour venir faire les entretiens de recrutement. C'est-à-dire que donc les bacheliers, quand ils recevaient ça, ne postulaient pas. Donc ça a déjà provoqué une baisse des effectifs parce que j'avais quand même des locaux qui coûtaient quand même très cher. J'avais plus de 2000 mètres carrés. Voilà. Ouais. Oui, donc ce qu'on comprend bien, c'est qu'en réalité, tout fonctionnait correctement et puis qu'à un moment donné il y a eu un phénomène de baisse donc du coup du nombre d'élèves et alors là forcément l'argent a commencé un petit peu à manquer et puis ensuite il y a eu un épisode de Covid, c'est ça, j'ai cru comprendre qu'il y avait eu une bascule à ce moment-là. Le 13 mars 2020, je venais d'acheter la Kazar et les 2 IP tablettes en février 2020. Et le 13 mars, on m'a demandé de fermer l'école pour 7 mois avec un outil technique qui était obligatoire de montrer et à distance, c'était difficile de faire du recrutement. Voilà, moi j'en parle avec beaucoup de tristesse. Le Covid, donc j'ai obéi aux instances gouvernementales de fermer l'école et j'ai pas triché. On a essayé de faire du recrutement, mais c'était pas facile à distance. Et puis après, au 1er septembre, donc moi j'ai essayé de récupérer des cours en septembre. J'ai baissé le prix de la scolarité pour compenser les choses. Les deuxièmes années, bon, ils ont pu passer leur examen à distance. C'était compliqué. Vraiment, ça, nous, on n'était pas fait pour il y a beaucoup d'écoles qui s'en sont sorties et parce qu'ils étaient plutôt très forts au niveau distanciel, parce qu'ils étaient très théoriques. Nous, sur les consoles, et c'était très, très pratique. Donc, c'était plus difficile pour nous. Mais alors, puis après, au 1er septembre, pour réouvrir en présentiel, et là, le rectorat m'a adressé un arrêté, et que pour être en présentiel, il fallait respecter une jauge de 50% par rapport aux effectifs de 2018-2019. Voilà. Donc, avec 7 ou 8 personnes maximum dans les studios, alors qu'on était à 13 ou 14. Ok, donc si je comprends bien, c'est principalement les difficultés à faire du présentiel. Ce que je comprends pas bien, enfin peut-être que je suis pas le seul, mais vous n'avez pas reçu d'aide en particulier due à votre statut spécial? Non, mon cabinet comptable m'a laissé tomber pendant le temps de Covid. D'ailleurs, la comptable n'est jamais revenue. Et mon cabinet comptable, mon expert comptable, ne m'a pas monté le dossier d'aide. Donc, j'ai eu aucune aide, rien du tout. Alors, si l'URSSAF, les reports à nouveau, moi, j'ai payé mes salariés à 100% pendant 7 mois. Pas un centime et les méfaits du Covid tombent cette année, malheureusement, comme dans beaucoup de sociétés. Si on gratte un petit peu, mon école, c'était la dernière qui était très familiale et composée de gens, des particuliers. Moi, je ne suis pas un fonds d'investissement. Et depuis le Covid, je m'aperçois que toutes les écoles qui sont structurées avec des fonds d'investissement de grosses sociétés et tout ça, il y a eu de l'argent qui sont arrivés là-bas et ils sont beaucoup plus puissants. Moi, j'étais le petit Gaulois dans le monde de l'éducation. Et j'ai essayé de résister au maximum, mais
j'ai peut-être trop dépensé les économies que je faisais sur du matériel. Peut-être j'ai pris beaucoup de professeurs parce que je voulais que les groupes soient petits. Peut-être que j'ai fait des erreurs pour de largesse, mais honnêtement, je voulais la qualité, je voulais que les jeunes soient contents. Vous savez, moi, ce que j'ai souffert le plus, c'est surtout, en plus, le manque de reconnaissance dans les réseaux sociaux. Donc, il y a eu le Covid et puis des attaques, des gens qui affirmaient qu'il n'y avait pas de boulot en sortant du STULEC, qu'il n'y avait pas de stage. Et puis, en plus, et moi, je pouvais pas répondre. Et puis, en plus, on affirmait que, voilà, je passais des vacances dorées. Mais moi, je passais une semaine en avril et 10 jours l'été. Tout le reste du temps, je travaillais. J'allais un peu en vacances, mais on peut pas, on m'a reproché ça, on m'a reproché beaucoup de choses. Vous savez, un directeur, j'ai été attaqué parce que c'était une école privée, mais moi, l'école privée, tous les ans, je réinvestissais dans la société, je remettais, j'achète du matériel, je vois pas ce que je pouvais faire de plus. Alors, on a bien compris des difficultés financières et on peut le dire, à un moment donné, une situation économique où vous étiez égorgé finalement. Et donc, on rentre après dans une procédure qui, il y a des entreprises qui l'ont déjà vécu, ce qu'on appelle donc une liquidation, donc un liquidateur judiciaire qui va s'occuper de rembourser les créances, de vendre certains matériels, etc. Alors, quid de la marque? Est-ce que le studio École de France va être repris, et si oui, par quelqu'un? Est-ce que la marque va survivre, j'ai envie de dire? Alors, la société, je m'en fous. C'est la mienne, mais j'ai tout perdu, donc ça, c'est pas grave. Moi, mon envie, c'est que, effectivement, c'est au tribunal de Nanterre, j'ai combattu au maximum pour que la marque perdure. Donc, elle sera reprise. Il y a 3 prétendants actuellement qui sont intéressés par la marque. Et alors, donc, que vont devenir les élèves et les formateurs? Donc, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, pour les formateurs, ce sont des formateurs qui ont facturé jusqu'au mois de décembre, janvier. D'accord. Et je fais tout pour qu'ils soient payés. Je fais tout aussi pour que les étudiants soient remboursés. Les étudiants aujourd'hui, pour certains en première année, sont dans la nature, mais un grand nombre en deuxième année, ils sont pratiquement tous en stage dans les radios. Dieu merci, au moins ils auront eu ça. Et ils vont avoir ils vont avoir la possibilité de valider le diplôme. Je pose la question de manière basique. Je ne sais pas. Alors, sur les deux postulants, sur les 3, 2 que je connais qui postulent, eux, ils ont l'intention de continuer l'aventure humaine, c'est-à-dire leur proposer de faire passer les diplômes et de trouver une solution pour les premières années. Voilà. Le 3e, je peux pas parler pour eux, je sais pas ce qu'ils veulent faire. Voilà. Est-ce que y a quand même des élèves ou des anciens élèves qui vous apportent des signes de soutien depuis l'annonce de la fermeture? Alors, des élèves de cette année, aucun. Voire même des insultes, des menaces, j'ai eu des menaces de mort, j'ai tout eu. Alors que moi, je me bats avec le ministère, avec Bercy. Je suis là, mon dossier est à la DGFIP pour obtenir les aides avec du recul. Donc, pour pouvoir, moi, j'ai demandé 1,4 million d'aides. Ça représente ce que j'ai perdu en chiffre d'affaires pour pouvoir rembourser tout le monde. Voilà. Ok. C'est pas Perial, mon bailleur, qui m'intéresse le plus. C'est pas eux qui m'intéressent. Ce qui m'intéresse, c'est les étudiants, certains fournisseurs et les formateurs. Et du coup, je me permets de poser la question. Par exemple, on sait que Radio Resto, c'était quelque chose qui était très lié avec le studio École de France. Est-ce que toute la communauté, par exemple, Radio Resto, est revenue un peu vers vous, ne serait-ce que pour vous demander... Non. Radio Resto est fâché contre moi parce que j'étais à l'hôpital quand il y a eu Radio Resto. Ils ont dû payer une certaine somme, la moitié de ce que j'ai payé au niveau déménagement pour récupérer leur matériel parce que le déménageur a dit vous prenez tout ou rien.
Mais voilà, moi, c'est ce qui m'inquiète, ce qui m'intéresse, c'est l'avenir de ces jeunes, le remboursement. J'ai des parents qui me soutiennent, des parents des élèves actuels, mais honnêtement, sur les anciens élèves, j'ai reçu allez, ça se compte sur les doigts d'une main, 5-6 messages gentils qui m'ont touché, qui m'ont fait... Vraiment, j'étais ému. Mais sur le nombre de milliers d'étudiants que j'ai placés, j'ai eu très peu de soutien. Très peu. Ok, ça s'entend. Ça fait mal. Ça s'entend que vous êtes touché, ouais. Il y en a plein qui sont maintenant en national et qui peuvent me dire merci. Alors certains me remercient et d'autres ne remercieront jamais. Mais c'est pas grave. L'important, c'est qu'ils fassent leur carrière. Merci beaucoup de nous avoir accordé ces précieuses minutes. Je suis désolé de vous avoir parlé avec de l'émotion un peu triste, mais voilà, moi, le studio École de France était dans mon cœur. Il est toujours dans mon cœur. J'ai du mal à faire la scission et je ne pourrais pas vivre sereinement ma retraite tant que j'aurais pas réussi à rétablir la vérité, parce que certains pensent que j'ai mis la main dans la caisse, mais non. J'ai plutôt mis de l'argent, moi, personnellement. J'ai mis toutes mes économies pour tenir pendant ces années Covid. Mais c'est l'URSSAF, c'est le Périal, c'est les circonstances qui ont fait que aujourd'hui les caisses étaient vides. Merci beaucoup, Silviano Marchionne. On vous souhaite une bonne écoute de notre podcast dans son intégralité. Des ondes vocales, c'est le podcast qui parle de l'actualité de la radio et des podcasts. Merci beaucoup. Merci. Des ondes vocastes. L'univers de la radio. En podcast. Et des ondes vocastes, c'est terminé pour ce mois-ci. C'était Olivier Audou au micro. Merci à nos invités et à Julien Vigier et Rémi Bertolon, la Dream Team de ce podcast. On travaille très très dur tous les mois pour vos oreilles. Alors si vous voulez nous aider à grandir, eh bien partagez et postez sur vos réseaux sociaux. Donnez-nous des notes sur les plateformes de podcast. Bref, parlez de nous si vous nous aimez. On se retrouve le mois prochain, le 1er juin. Salut! Des ondes vocastes.